aujourd'hui. Déjà, bienvenue. Merci de vous être inscrits et de l'intérêt pour ce sujet-là des aides. Je pense qu'il intéresse de toute façon à peu près tout le monde. Donc, l'objectif, c'est vraiment une approche de balayer l'ensemble des dispositifs d'aide qui sont possibles pour des projets d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable, et puis de l'eau qui sont les thématiques du programme. En tout cas, pour la partie pôle énergie, je vous en parlerai rapidement après. Donc au programme, nous présenterons les dispositifs sur les énergies renouvelables, puis efficacité énergétique. Et il y a des dispositifs communs aux deux, efficacité énergétique et énergie renouvelable, notamment les projets de rénovation globale, par exemple, qui intègrent aussi des énergies renouvelables ou de récupération. Et puis un point sur les économies d'eau, qui est une thématique nouvelle dans le cadre du programme et pour laquelle nous avons fait un petit peu de recherche de contact avec les agences de l'eau. Et puis on aura des temps de questions-réponses qui ponctueront ce webinaire qui se terminera à midi. Et puis pour les intervenants, on a le plaisir d'accueillir Emma Pérussel qui se présentera tout à l'heure, qui est du parc naturel du Morvan et qui est notre spécialiste énergie renouvelable. Pour les infos pratiques, comme vous l'avez vu, vos micros, caméras sont coupés. On va dire c'est le format un petit peu classique. Pour le chat, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous renommer, parce que parfois on a du mal à identifier, notamment pour relayer des questions aux intervenants, en sachant qu'en termes d'intervenants, il y aura bien sûr Emma et puis Virginie et moi-même. Et puis le nom de votre structure aussi, pour aussi partager, vous faire connaître auprès des membres du réseau, plus largement de la communauté. Le webinaire est bien enregistré, pas de souci, ça a dû démarrer l'enregistrement et il sera mis en ligne sur notre site internet dédié au programme Reset avec bien sûr le support général de présentation. Donc pas de souci, d'ici quelques jours, le temps de faire un petit montage et de le rédiger, de mettre en page tout ça sur notre site, vous aurez accès aux infos. Et ce sera aussi pour les membres du réseau Reset sur notre site, sur l'espace collaboratif dédié. J'ai pas la main, Ok. Ceci, du coup, c'est toi qui. Excusez-moi pour la petite manip. Hop. Donc, pour le programme Reset, pour rappel, le programme a été lancé il y a quelques années pour informer et accompagner l'ensemble des établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté, sanitaires, médico-sociaux, mais aussi sociaux, puisqu'on a des organismes gestionnaires qui ont aussi des établissements sociaux, pour ces sujets d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable, mais aussi plus largement de la transition écologique. Pour vous faire un petit récap, en 2017, l'ARS et l'ADEME avaient mis en avant une fiche action dans le cadre du plan régional santé-environnement pour aider les établissements à améliorer l'efficacité énergétique et le confort hygrothermique dans les établissements. En 2020, recrutement au pôle énergie, donc la structure avec laquelle on travaille avec Virginie. Je suis arrivé en 2020 pour lancer le programme qui était, je dirais, publié officiellement en 2021. Donc on a trouvé une marque, un nom. Donc sur ces sujets d'économie d'énergie et de confort et de qualité de l'air intérieur, ce qui était un peu nouveau. Et puis en 2022, il y a le réseau des conseillers en transition énergétique écologique en santé qui a été lancé, on va dire fin 2021, début 2022. Donc on a pris en charge la coordination régionale de ce réseau. Puis 2023, nouveau plan régional santé-environnement en Bourgogne-Franche-Comté, donc toujours ARS aussi, avec des thématiques risque radon et risque légionnel qu'on a mis en avant, en tout cas sur lesquels on travaille. Et puis 2025, tout nouveau avec la feuille de route de la transition écologique qui est sortie de mémoire en 2023. L'ARS a missionné l'Eureka, donc c'est une mission d'appui régional sur la qualité. Ils se présenteront mieux que moi, on fera des temps dédiés, où là, ça permet aujourd'hui d'intervenir auprès des établissements sur à peu près l'ensemble des thématiques de la transition énergétique et écologique. Donc là, vous voyez la petite infographie. Et donc, des partenaires du dispositif, du programme, du réseau, c'est l'ARS, l'ADEME et la Banque des territoires qui financent des postes et des programmes d'animation. Et plus spécifiquement au niveau du pôle énergie, je ne vais pas être plus long. Donc nous, on travaille principalement
parce qu'on a un centre de ressources du bâtiment durable, hein, on a plusieurs missions. Et avec Virginie, donc, on travaille sur ces thématiques, bâtiment, qualité de l'air intérieur, énergie, et puis maintenant l'eau, économie d'eau et récupération d'eau non conventionnelle depuis cette année, avec, comme tout centre de ressources, un volet information comme aujourd'hui, du conseil. Vous pouvez nous contacter au quotidien pour vos projets. Ça peut se faire en ligne, en visio, téléphone, etc. On organise des formations, on met en place des outils. En tout cas, on essaie de sélectionner les outils les plus adaptés. Et puis, on réfléchit à une mission d'accompagnement, mais on vous en parlera en 2025. C'est un petit travail qu'on va aussi mettre en place. Pour les établissements, je précise bien, établissements de santé médico-sociaux de la région, il y a principe d'adhésion. En tout cas, vous pouvez rejoindre notre réseau, c'est gratuit, et ça vous permet notamment d'accéder à de la ressource, à un espace collaboratif. Vous pouvez converser, poser vos questions à d'autres membres. Il y a à peu près 190 personnes qui sont actuellement dans le réseau. Tout métier, hein, il n'y a pas que des techniciens, des ingénieurs ou je dirais des personnels techniques liés au patrimoine. On a aussi des personnes qui travaillent pour les achats. On a aussi des soignants aussi, hein, qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont rejoint le réseau. Donc voilà, vous avez en visu un espace documentaire avec des guides, fiches pratiques, etc. Et puis l'espace conversation qui est ouvert et qui permet de poser la question à la communauté. Petite actu rapidement, économie d'eau, il y a un webinaire de la NAP, organisé par la NAP, on a souhaité mettre en avant le mardi 13 mai, 13h à 14h. Il y aura les liens, vous verrez sur le diapo, sur les étapes pour économiser l'eau, plonger en sobriété hydrique. Un webinaire toujours là, au niveau national sur la géothermie, proposé par ADEME, ANAP et France Géoénergie sur le chauffage-refroidissement des établissements recevant des personnes âgées. On a de notre côté programmé avec Virginie, qui est un peu notre spécialiste aussi sur ces questions-là d'optimisation tarifaire, de contrat d'énergie, de groupement d'achat d'énergie, un webinaire dédié, parce qu'on sait souvent dans les premières actions comment déjà décrypter les factures, les contrats et comment les optimiser, pour faire déjà des gains financiers très vite. Donc on proposera un webinaire au mois de juin. Et puis notre troisième rencontre régionale du réseau Reset, c'est notre troisième déjà, à Dijon le 13 novembre, notez bien la date, de 9h30 à 17h. Et pareil, c'est gratuit et ouvert à tous. Donc en général, on est entre 110, 140 personnes. Et ce sera à Dijon. Vous aurez le programme et les infos très prochainement. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Pour aujourd'hui, donc pour les aides financières en 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, pour les projets énergie et eau, un petit récap de ce qu'on a identifié un peu collectivement et ce qui vous sera présenté de façon plus ou moins détaillée, suivant les sujets. On a du coup énergie renouvelable, efficacité énergétique, économie et réutilisation d'eau, plusieurs dispositifs, des dispositifs nationaux, comme le fonds chaleur de l'ADEME, on parlera, des aides régions, FEDER, les certificats d'économie d'énergie qui sont communs finalement aux trois typologies d'action voilà. Les TVA à taux réduit, qui est un sujet aussi qu'on voulait mettre en avant, l'intracting et les prêts à taux bonifiés ou des prêts long terme qui existent, et puis les principes de tiers financement. Mais comme vous l'imaginez, on ne pourra pas tout vous détailler aujourd'hui, hein. C'est vraiment une première approche. Je vais laisser la main à Laura. Je vais arrêter le partage, comme ça tu pourras, du coup, Emma, si tu y arrives facilement. Donc, bonjour à toutes et tous. Je partage mon écran. Est-ce que là c'est bon? Vous voyez Oui, très bien. Très bien. Donc, je vais rapidement me présenter pour commencer. Je suis Emma Pérussel, je suis chargée de mission énergie renouvelable au Parc du Morvan. J'interviens dans le cadre d'une mission qui est financée par l'ADEME, la région et des fonds européens FEDER sur l'accompagnement de projets d'énergie renouvelable thermique. Donc, en fait, comment passer à des énergies renouvelables pour chauffer les bâtiments ou produire de l'eau chaude sanitaire à destination des collectivités
collectivités, des établissements de santé, des entreprises, en fait, tout porteur hors particulier. Et donc, c'est une mission que j'anime sur le territoire du Morvan, donc le parc et les communautés de communes à proximité. Et vous retrouvez cette mission aussi, on le verra plus tard avec une carte dans la présentation, à d'autres ailleurs en région, portée par d'autres structures qui peuvent être des départements, des associations, etc. Donc aujourd'hui, j'ai la tâche de vous présenter les aides disponibles sur les énergies renouvelables thermiques. Donc on va parler de bioénergie, de géothermie, de solaire thermique. Avant de commencer, je voudrais introduire aussi l'intérêt d'avoir une démarche globale quand on réfléchit à passer à une énergie renouvelable, d'avoir une démarche qui intègre à la fois aussi une réflexion sur les besoins, une réflexion sur est-ce qu'on peut mutualiser les systèmes avec d'autres bâtiments à proximité. Et puis après, sur le choix des solutions techniques, de s'interroger pour essayer aussi de mobiliser le moins possible des ressources qui peuvent, dont la disponibilité peut parfois poser question, ou de choisir en tout cas des ressources qui sont adaptées au contexte aussi du bâtiment et du lieu. Donc ça, c'est aussi une démarche que l'ADEME demande de mettre en œuvre pour obtenir des aides. C'est la démarche qu'ils appellent ENR Choix, donc qui intègre à la fois la réduction des besoins, la recherche de mutualisation, donc ça peut être la mise en place d'un réseau de chaleur avec des bâtiments communaux par exemple à proximité, d'étudier s'il y a des sources de chaleur fatales également proches, et puis après de regarder les potentiels en géothermie, solaire thermique, biomasse, avant si vraiment il n'y a pas de possibilité d'aller sur des pompes à chaleur RO de l'aérothermie. Ensuite, quand vous êtes sur un projet, on va partir de l'idée du projet. Vous vous interrogez sur le changement de système de chaudière, par exemple. Vous souhaitez avoir une réflexion. Vous allez voir, vous allez pouvoir être accompagné par différents interlocuteurs à différentes étapes. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter le pôle énergie, David ou Virginie, ou si selon les établissements vous avez un conseiller transition énergie en santé, c'est lui votre interlocuteur privilégié pour déjà faire le point sur où vous en êtes dans votre réflexion. Justement rebalayer aussi un petit peu l'ensemble de ce que j'ai dit avant, de ce qu'on s'est interrogé sur les besoins, etc. Et les potentiels. Et puis après, cette personne va pouvoir faire le lien avec les animateurs énergie renouvelable pour justement creuser l'idée du projet énergie renouvelable. Donc les animateurs énergie renouvelable, ce que je vous disais, on est répartis sur la région dans différentes structures et on est là dans le cadre d'une mission soutenue par l'ADEME, la région et le Fonds européen FEDER pour vraiment à la fois avoir une mission d'information, d'animation, faire connaître, montrer des exemples, mais aussi accompagner le projet de l'étape de la réflexion jusqu'à sa mise en service. Sur un accompagnement à la fois technique, mais aussi mobiliser les aides, l'accompagnement aussi sur le volet plus administratif et financier. Donc en général, la première étape, c'est l'étude d'opportunité, c'est-à-dire que l'animateur est là pour justement valider, vous aider à vous orienter sur le choix d'une solution d'énergie renouvelable et valider la technologie qui est la plus adaptée à la situation. Et donc, ça se traduit souvent par une petite étude d'opportunité pour vous donner aussi des éléments à la fois sur ce qui est possible techniquement, la place que ça peut prendre, et puis les ordres de grandeur sur l'investissement, les économies, etc. Donc c'est un premier outil pour vous orienter dans le projet. Et ensuite, lorsque vous souhaitez poursuivre le projet, il va être nécessaire de faire réaliser
une étude de faisabilité par un bureau d'études spécialisé, du coup dans le domaine d'énergie voilà, qui aura été choisi pour approfondir justement la faisabilité du projet et pouvoir avoir aussi les éléments pour demander les aides. Donc ce bureau d'études, je le redirai certainement plus tard, il doit avoir une qualification pour en tout cas bénéficier, une qualification RGE pour bénéficier des aides de l'ADEME. Si voilà, là c'était le cas où on sait aussi s'il y a un animateur énergie renouvelable, s'il n'y a pas d'animateur énergie renouvelable et que qu'on ne sait pas forcément vers quelle énergie, c'est pas évident de savoir vers quelle énergie on peut s'orienter. À ce moment-là, il est aussi possible de passer par une étude multi-énergie renouvelable par un bureau d'études, par un prestataire là pour pouvoir faire le choix de l'énergie avant d'aller en étude de faisabilité. Une fois l'étude de faisabilité réalisée, vous allez du coup devoir vous décider sur la poursuite du projet, le scénario retenu, et ensuite là c'est on rentre dans une opération de travaux avec recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour on va dire les montages classiques et puis réalisation des travaux avant de réceptionner l'installation. Après on peut aussi avoir différentes formes de montage avec des solutions de tiers investissement qui peuvent être proposées par certaines entreprises en région. On a déjà des exemples, par exemple dans un IME à Mainbray, en Haute-Saône. Voilà, ça dépend de vos préoccupations et puis aussi voilà, des moments de détail de projet qui peuvent permettre ou pas certaines solutions. Et donc après aussi la mise en service, il y a effectivement le suivi et la maintenance de l'installation qui sont à réaliser pour lesquels il y a aussi des outils qui peuvent vous être transmis par les animateurs, donc qui peuvent accompagner l'ensemble du projet. Voilà un petit peu le déroulé d'un projet et tout ça pour dire que vous pouvez être accompagné tout au long du projet pour que le projet se déroule dans des bonnes conditions et puis puisse aussi, on va le voir, prétendre aux aides et répondre aux exigences de certaines aides. Donc, pour commencer sur les aides, moi je me fais relais aujourd'hui de l'ADEME, de la région et du FEDER. Donc, concernant l'ADEME, il y a le fonds chaleur, donc qui est un fonds de l'État dans l'ADEME à la gestion, qui intervient donc à plusieurs niveaux, à la fois sur de l'information et du conseil, de l'animation et de l'accompagnement technique, donc là via le soutien financier du programme RESET et la mise en place aussi du réseau des animateurs énergie renouvelable. Et puis après, l'ADEME intervient en accompagnement financier, à la fois sur la phase d'études et la phase d'investissement. Donc ça, je vais revenir là-dessus en détail après. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces aides, on peut les voir, elles sont visibles sur le site, un seul site de l'ADEME, agirpourlatransition.ademe.fr. Donc vous aurez les liens là avec la présentation pour accéder ensuite à l'ensemble des aides et la page du fonds chaleur également. Vous pouvez facilement retrouver en choisissant si vous voulez faire une étude ou un investissement et par énergie, ce qui est les conditions d'intervention de l'ADEME. Donc la première étape à laquelle l'ADEME intervient financièrement, ça peut être donc l'étude de faisabilité. Cette étude, elle a pour objectif de vérifier la faisabilité à la fois technique et économique du projet, que ce soit, d'ailleurs, je l'ai pas dit, de la production de chaleur ou de froid. Donc dans les établissements de santé, on peut avoir besoin par moment de rafraîchissement. Donc ça, c'est intégré aussi à la réflexion et au projet. Et donc cette étude, c'est une étape qui n'est pas à négliger puisque c'est elle qui définit les scénarios possibles et donc le projet qui va pouvoir voir le jour. L'idée, c'est d'avoir vraiment de déterminer le projet qui est pertinent pour vous. Donc cette étude, elle aborde différents
différentes thématiques, différents points, à la fois donc revenir quand même sur l'étude du besoin. Comme je disais, c'est toujours important de bien définir les besoins et aussi leur éventuelle évolution à court ou moyen terme. S'il y a des projets de travaux, si le bâtiment n'est pas très performant, intégrer quand même une démarche de réduction des consommations d'énergie. Pourquoi déjà? Parce que quand on dimensionne une installation de production de chauffage ou de chaude sanitaire, davantage en énergie renouvelable, on n'a vraiment aucun intérêt à la surdimensionner pour qu'elle fonctionne dans des bonnes conditions de performance et puis aussi pour éviter de surinvestir donc dans un souci économique, c'est important de bien dimensionner l'installation et donc ça va vraiment être lié à si on a bien défini son besoin. Donc il y a d'abord cette phase d'étude de besoins qui intègre les besoins de chauffage, eau chaude sanitaire, mais aussi s'il y a des besoins de rafraîchissement, les intégrer à l'étude. Et puis après, l'étude, elle va définir là où les solutions techniques possibles. Donc, si c'est une étude, si on avait déjà bien identifié l'énergie qui était pertinente, ben, elle va porter que sur une seule énergie. Mais s'il y avait un choix à faire, à ce moment-là, elle peut aussi porter sur différents scénarios, incluant une ou plusieurs énergies. Mais c'est déjà à bien définir au départ dans la commande et le cahier des charges pour éviter aussi d'avoir une étude qui soit à tiroir avec beaucoup trop de scénarios étudiés qui au final n'apportent pas d'éléments de décision. Donc là-dessus, c'est important aussi de bien travailler le cahier des charges. Avec l'animateur renouvelable pour bien définir les besoins et les solutions possibles. L'étude, elle aborde aussi les aspects réglementaires et environnementaux et puis bien sûr la partie financière, donc avec un chiffrage des investissements et des coûts de fonctionnement. L'approche, c'est d'abord une approche en coût global, comme on appelle, c'est-à-dire de regarder le coût de la chaleur, investissement plus charge de fonctionnement et d'exploitation incluse en euros par mégawattheure sur une durée en général de 20 ans qui est une durée moyenne de durée de vie d'équipement de chaudière pour vraiment comparer aussi les solutions entre elles, à la fois sur l'investissement et le fonctionnement, puisque les solutions énergie renouvelable coûtent plus cher en investissement, mais l'intérêt c'est justement de pouvoir faire des économies sur le fonctionnement et donc à plus long terme en approche globale d'avoir un coût de la chaleur beaucoup plus intéressant. Donc voilà, bon, je ne veux pas revenir, comme je dis, on peut aborder plusieurs scénarios, c'est à bien définir au début du projet. Et justement, donc il y a des cahiers des charges type aussi à respecter pour obtenir des aides. Et là-dessus, les animateurs énergie renouvelable sont vraiment là pour vous aider à adapter le cahier des charges aussi à votre besoin, tout en respectant les exigences de l'ADEME. Et peut-être un point d'attention aussi, effectivement, dans le suivi de l'étude, c'est important d'associer l'ensemble des interlocuteurs au sein de votre structure, qu'ils soient techniques ou financiers, et bien sûr aussi les personnes décisionnaires, la direction, pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance, d'appropriation du projet. Et ça permet en général d'avancer beaucoup plus rapidement ensuite à la suite de l'étude de faisabilité si on a déjà résolu les questions avec l'ensemble des personnes pour pouvoir lancer la suite. Et, voilà, l'étude de faisabilité, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour, à la fin de cette étude, vous permettre de décider, oui, non, je poursuis le projet et sur quel scénario, s'il y avait plusieurs scénarios d'étudier. Concernant les aides pour ces études, donc l'ADEME via le Fonds Chaleur peut vous accompagner pour les études de faisabilité. La subvention, c'est entre 50 et 70% du coût hors taxe de l'étude. En fait, ça dépend de la taille de la structure. Voilà, le pourcentage dépend de la taille de la structure. Là, vous avez un ordre de grandeur du coût d'une étude. Donc ça peut varier en fonction de la taille de l'établissement, mais aussi du nombre de scénarios qu'on peut étudier, ce qu'on inclut dans l'étude. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur
Donc ça fait un reste à charge voilà, qui va de 30 à 50% du coût de l'étude, donc voilà, qui va être a priori à peu près inférieur à 5 000 euros, en tout cas pour les études les plus importantes. Et bien penser à donc cette aide, elle n'est pas attribuée. Enfin, c'est une aide, comme toutes les aides, qui doit être incitative. Donc, il faut bien demander l'aide avant de réaliser toute commande de l'étude. Ça, c'est un point important. Et donc, bien penser à demander l'aide sur la plateforme de l'ADEME avant de commencer l'étude. Et après, si vraiment vous avez aussi besoin de vous assurer de l'aide pour faire l'étude, il faut attendre la notification de l'aide. Sinon, à partir du moment où vous avez déposé sur la plateforme, l'étude peut commencer, les dépenses sont éligibles. Après, c'est vrai que l'instruction prend un petit peu de temps, donc si vous voulez vous assurer d'avoir l'aide pour lancer l'étude, il faut attendre la notification définitive. Concernant les conditions d'éligibilité, vraiment un bureau d'études qui est neutre, indépendant et certifié RGE dans la technologie étudiée. Donc si on veut étudier un projet de chaufferie bois, il faut que le bureau d'études dispose d'une qualification reconnue RGE dans le bois énergie, par exemple. Il y a des cahiers des charges type à respecter qui peuvent être adaptés aussi en fonction de vos besoins, mais voilà, il faut respecter les cahiers des charges type. Et oui, un point d'attention, c'est que parfois, dans des projets notamment qui peuvent être liés aussi à des rénovations, vous avez déjà des équipes de maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études qui vous accompagnent, mais en fait, ces bureaux d'études ne sont pas forcément ceux qui ont l'habitude de réaliser ces études de faisabilité énergie renouvelable. Donc, il faut faire attention à soit, si possible, intégrer dès le début dans l'équipe de rénovation ou de conception d'un bâtiment des compétences dédié énergie renouvelable si on sait déjà vers quelle énergie on souhaite s'orienter, soit de faire appel en parallèle à donc un bureau d'études spécialisé pour l'étude de faisabilité. L'ensemble des cahiers des charges est disponible sur la plateforme Agir, mais surtout n'hésitez vraiment pas à passer par les animateurs énergie renouvelable ou le pôle énergie s'il n'y a pas d'animateur énergie renouvelable dans votre secteur pour avoir la dernière version, l'adapter aussi en fonction des exigences de l'ADEME, notamment sur le bois énergie. On a en fait, en plus du cahier des charges national que vous trouverez sur la plateforme, il y a un cahier des charges régional qui est avec des petites adaptations. Donc, c'est important d'associer les interlocuteurs pour avoir les bons cahiers des charges. Une petite information sur la durée d'une étude. Donc le bureau d'études va passer en général 2-3 mois entre le moment où il va venir la première fois et la restitution. Mais c'est vrai que entre le temps de rédiger le cahier des charges, solliciter les prestataires, déposer la demande d'aide, éventuellement attendre la notification, caler les premiers rendez-vous, etc. Voilà, il faut anticiper un minimum les choses et donc ça s'étale plutôt sur au moins 6 mois à partir du moment où on se dit on a besoin de lancer une étude. Donc c'est des choses à anticiper en avance par rapport à soit un projet de rénovation, soit un changement de chaudière aussi qui peut arriver dans quelques années. C'est vraiment d'anticiper les études nécessaires pour définir les solutions et puis obtenir les aides derrière. Donc, ne pas attendre le dysfonctionnement de l'installation existante. Et puis après, il faut garder en tête que même avec un système de chauffage récent, on peut très bien avoir une réflexion sur renouvellement, puisque souvent on a quand même besoin d'un appoint dans les solutions énergie renouvelable, notamment sur des établissements de santé où souvent vous souhaitez aussi vous garder une solution de secours. Donc le système actuel, s'il n'est pas vieillissant, il peut aussi servir éventuellement d'appoint. Donc il ne faut pas s'empêcher de réfléchir
recourir non plus à des solutions quand on a des systèmes de chauffage encore en bon état. Voilà. Et comme je le disais, dans le cadre de rénovation ou construction de bâtiments, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir anticiper ce choix de la solution d'énergie renouvelable avant vraiment la phase d'avant-projet, et donc d'intégrer cette étude de faisabilité dans la programmation. Voilà pour ce qui était des aides aux études. Et puis donc là, je vais passer à tout ce qui est aide à l'investissement pour les projets, pour les travaux en fait. Et donc la condition préalable, c'est bien d'avoir réalisé une étude de faisabilité. C'est vraiment la pièce qui est absolument nécessaire pour déposer un dossier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de passer du temps sur cette étape d'étude de faisabilité, d'être bien accompagné pour avoir aussi l'étude qui correspond bien à ce qu'on a besoin après pour remplir les différents volets techniques de la demande d'aide à l'investissement. Donc au niveau des aides aux investissements en région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez différents intervenants, donc l'ADEME qui intervient là sur l'ensemble des énergies, la biomasse, donc bois énergie, les réseaux de chaleur qui peuvent être associés à cette énergie ou aux autres d'ailleurs, le solaire thermique, la géothermie, la méthanisation, vous êtes sûrement moins concernés, et la chaleur fatale. La région peut intervenir en complément sur la biomasse, les réseaux de chaleur, le solaire thermique et la méthanisation. Et vous avez aussi le Fonds européen FEDER qui intervient sur les réseaux de chaleur. Je vais représenter ça un peu plus en détail maintenant. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que voilà, il y a des aides pour chaque énergie. Donc, concernant les aides à l'investissement pour les chaufferies biomasse et les réseaux de chaleur, donc il y a effectivement une complémentarité des aides entre l'ADEME, la région Bourgogne-Franche-Comté et même le FEDER dans le cadre du contrat de plan État-région, dans l'objectif de soutenir le plus de projets possible. Donc là, vous avez un petit tableau qui récapitule pour chaque type de projet les financeurs qui peuvent intervenir. Donc là, pour le bois énergie et les réseaux de chaleur. Donc en fait, si vous êtes dans un cas où vous n'avez qu'une chaufferie bois qui alimente vos bâtiments pour une chaufferie bois, ce qu'on appelle dédiée au bâtiment, vous allez, selon la taille de l'installation, donc en termes d'énergie produite, en mégawattheure par an, avoir soit une intervention de l'ADEME toute seule pour les plus gros projets, soit de l'ADEME et de la région pour les plus petits projets, sachant que dans ce cadre-là, pour les projets inférieurs à 1200 MWh par an, l'ADEME en fait contractualise avec des opérateurs territoriaux pour contractualiser ce qu'on appelle des contrats chaleur renouvelables territoriaux. Et donc, c'est ces opérateurs territoriaux qui vont ensuite verser l'aide de l'ADEME. Et donc là, on a, vous verrez une carte à la fin, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on a plusieurs départements qui sont couverts. Donc actuellement, en fait, tous sauf le Doubs, Lyon, Belfort et puis Dijon Métropole. Mais il y a des projets en cours sur notamment le Doubs et Lyon. Donc il y a quand même une bonne partie de la région qui peut être couverte par ces projets et ces contrats de chaleur territoriaux. Mais les règles sont les mêmes voilà, entre le fonds de chaleur inférieur à 1200 MWh et supérieur à 1200 MWh. La différence, c'est que vous ne déposez pas auprès de la même structure. La région peut donc intervenir en complément sur les chaufferies dédiées pour les petits projets. Pour ce qui est ensuite des chaufferies qui alimentent plusieurs bâtiments avec des réseaux de chaleur, là vous avez soit ADEME plus Fonds européen FEDER via des appels à projets. Et puis, pour les plus petits projets, vous avez de nouveau ces contrats chaleur renouvelable thermique territoriaux, la région et le FEDER. Donc après, il y a aussi des règles de plafond. On va chercher à optimiser les plans de financement. Parfois, vous n'aurez que 2 financeurs sur les 3, mais vous aurez le maximum possible. Et puis, vous avez aussi, pour les extensions de réseau de chaleur, des aides possibles. Je ne vais pas trop détailler parce que je pense que vous n'êtes pas forcément les plus concernés.
Voilà ce que je disais, il y a des plafonds de subvention. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cadre des appels à projets FEDER, on peut aller financer les projets à un taux plus élevé, jusqu'à 80% des dépenses éligibles, bon, modulo quand même une notation qui est dans l'appel à projet, mais on peut aller plus loin que dans le cadre hors FEDER où on va souvent avoir des plafonds liés au règlement euh, au règlement dédié qui va, selon la taille de la structure, de 45 à 65% des dépenses éligibles. Concernant donc les chaufferies biomasse, ce qu'il faut retenir, peut-être préciser, c'est que pour l'ADEME, tous les combustibles bois sont éligibles, hors le bois bûche. Et donc l'objectif, c'est bien de soutenir des chaufferies bois automatiques avec des combustibles qui peuvent être de la plaquette, du granulé, des connexes. Ça peut aussi dépendre du contexte territorial. Dans certains cas, on peut avoir peut-être une scierie à proximité et donc on va privilégier de la plaquette issue de connexes de scierie plutôt que de la plaquette forestière. Mais donc tous les combustibles bois hors bois bûche sont éligibles pour l'ADEME. Donc en fonction de la taille du projet, vous serez orienté vers le fonds chaleur au niveau national ou s'il y en a un contrat chaleur renouvelable territorial. Et puis à noter aussi que pour des structures qui auraient un patrimoine bâti à l'échelle d'un département ou de la région, il est possible de discuter avec l'ADEME d'un contrat patrimonial, donc sur le principe d'avoir une grappe de projets, donc un minimum de 3 projets énergie renouvelable éligibles au fonds chaleur pour arriver à un total de 1200 MWh. Donc le seuil national du fonds chaleur, c'est 1200 MWh. Et après, on peut avoir soit les contrats territoriaux, soit les contrats patrimoniaux en dessous de 1200 MWh, mais il faut agréger un certain nombre de projets pour atteindre ce seuil de 1200 MWh. Donc soit ça se fait à l'échelle d'un territoire dans le cadre des contrats territoriaux, soit à l'échelle du patrimoine d'un même maître d'ouvrage pour les contrats patrimoniaux. Emma, Oui, j'interviens juste pour il t'indiquer faut que qu'il reste j'accélère. 5 Oui, minutes. Voilà, ça merci. marche. Donc après, les aides de l'ADEME, elles sont forfaitaires. Pour ce qui est des projets jusqu'à 12 000 MWh par an, je pense que la plupart vous êtes concernés. Après, vous avez sinon des analyses économiques pour les projets supérieurs, mais globalement, on est plutôt sur des projets en aide forfaitaire, ce qui permet de se projeter assez facilement sur le montant de l'aide. Donc là, vous allez avoir un exemple pour le bois énergie. Par exemple, le cas d'un EHPAD dont la consommation de chauffage s'élève à 1600 MWh. Et donc l'aide de l'ADEME, par contre, se porte sur la production, ce qui sort de la chaufferie, pas ce qui rentre. Donc là, les 1600 MWh, c'est l'énergie consommée en PCI entrée chaudière. Mais l'ADEME va regarder l'aide sur ce qui sort de la chaudière. Donc là, évalué à 1300 MWh par an. Sur le bois, bien sûr. Et donc là, vous avez le tableau du fonds chaleur 2025. On va fonctionner par tranche. On va prendre donc les 600 premiers mégawattheures et on va avoir une aide de 21 € du mégawattheure par 20 ans. Donc on fait 600 fois 21 fois 20. Ça fait 252 000 €. Et ensuite, on va prendre dans la deuxième tranche de 601 à jusqu'à 1300 mégawattheures, donc 700 mégawattheures, fois le forfait qui est passé à 8,5 € du mégawattheure en 2025, fois 20 ans. Donc ça fait une aide pour la deuxième tranche de 119 000 €, donc un total d'aide de 371 000 € pour un investissement. Là, un cas d'un établissement évalué à peu près à 1 million d'euros sur à la fois chaufferie bois et puis l'installation dans le bâtiment de chauffage qui est nécessaire. Donc là, c'est éligible ne porte que sur 500 000 € et il y a un plafonnement par contre de l'aide à 65% des dépenses éligibles en fonction ici de la taille de la structure qui est classée en petite entreprise, ce qui fait que on ne peut pas forcément verser l'aide totale estimée à 371 000 €. On s'arrête à 325 000 € d'aide du fonds chaleur. Voilà. En complément des aides de l'ADEME, lorsqu'on n'atteint pas les plafonds, on peut avoir la région qui va intervenir, elle,
seulement pour les combustibles plaquettes forestières connexes, le granulé seulement en appoint secours, pas en combustible principal. Donc la région va intervenir pour des chaufferies de plus de 100 kW et va intervenir sur les coûts d'investissement énergie renouvelable avec une aide plafonnée à 300 000 € ou en respectant les mêmes plafonds de pourcentage également. Donc en cumulant aussi ADEME région, parfois on ne peut pas forcément avec les plafonds cumuler toutes les aides, mais c'est éligible. Et donc là pour la région, on est vraiment sur les chaufferies dédiées, donc uniquement un bâtiment. Pour ce qui est des chaufferies qui incluent des réseaux de chaleur, j'y reviens. Bon, là, vous avez les plafonds pour la région. Et après, pour les chaufferies avec réseau, je vais venir. On a le FEDER qui intervient. Juste pour dire que la région a des éco-conditions, donc il faudra faire attention à cet aspect après dans le déroulé du projet qui porte sur la gestion des déchets en fait pour les chaufferies bois. Et donc là, je viens aux aides du FEDER pour donc des chaufferies qui alimentent des réseaux. C'est les seules chaufferies qui sont éligibles au programme FEDER. Plaquettes forestières connexes pour les combustibles, le granulé seulement en appoint secours, pas en combustible principal. Et donc le FEDER intervient toujours en cofinancement, donc soit de la région, soit de l'ADEME ou des contrats chaleur territoriaux, par un système d'appel à projet. Dans lequel vous avez des critères de notation. D'ailleurs, du coup, le prochain appel à projet devrait sortir la semaine prochaine. Et les critères vont un petit peu changer, mais globalement, vous avez le prix de vente de la chaleur et puis le contenu CO2 du réseau. L'aide de FEDER, elle peut porter jusqu'à 50% de l'assiette éligible, jusqu'à 1 million d'euros. Il y a aussi un plancher de subvention de 50 000 €. Et puis, donc oui, pour dire que on peut aller jusqu'à 80% toute aide publique confondue dans le cadre du FEDER, modulo la note de notation, voilà, qui vient réduire un petit peu si on n'a pas la note totale. Dans l'appel à projet, on n'a pas 80% toute aide publique possible, on a un peu moins. Donc ça, c'était pour le bois énergie. Je vais passer à la géothermie. Donc la géothermie de surface, c'est-à-dire utiliser la chaleur du sol par un champ de sonde ou de nappe, globalement, voire d'utilisation d'eau thermale. Donc là, l'ADEME intervient aussi sur, on l'a dit tout à l'heure, les études, mais dans le cadre des études, il peut y avoir nécessité de faire un forage test pour vérifier les propriétés du sol et la capacité à fournir certaines quantités d'énergie. Donc ces forages tests peuvent aussi faire l'objet d'une aide selon les mêmes conditions que les aides aux études. Et puis pour l'investissement, donc vous avez des aides également forfaitaires qui pour le fonds chaleur commencent au niveau national pour la géothermie à 25 MWh, mais donc dans les départements où vous avez des contrats territoriaux, il y a plus de seuil en fait. Et puis bon, il y a comme pour toutes les énergies renouvelables des conditions de performance, des critères techniques aussi à vérifier pour prétendre à ces aides. Voilà, là vous avez un ordre de grandeur de coût d'un projet de géothermie de surface en fonction de la puissance, sachant que les sondes représentent globalement 2/3 de l'investissement. Et puis pour le solaire thermique, donc au niveau de l'ADEME, on va aider les installations de production d'eau chaude solaire. Le seuil au niveau du fonds chaleur national, c'est 25 mètres carrés. Mais après, voilà, dans les départements où vous avez les contrats territoriaux, toutes surfaces sont éligibles. À retenir pour le solaire thermique, dans les conditions d'éligibilité technique, il y a la productivité minimale de 350 kWh utile
produit en solaire par mètre carré de capteur. Mais avec un bon dimensionnement, on y arrive normalement assez facilement et dans des conditions d'orientation correctes. Et puis donc l'aide est forfaitaire pour toujours les installations jusqu'à un certain seuil, 500 mètres carrés. L'aide c'est 63 € du mégawattheure solaire utile sur 20 ans, avec un plafonnement à 800 € par mètre carré. Et puis vous n'êtes pas forcément concerné sur des établissements qui seraient pas ouverts toute l'année. Il y a quand même un minimum besoin d'un minimum de mois d'ouverture pour être pris en compte, notamment dans le cadre des contrats chaleur renouvelables territoriaux. Voilà ce que je voulais dire sur le solaire et savoir qu'il y a aussi une aide de la région pour le solaire thermique. Après, les deux aides ne sont pas cumulables, donc souvent il y a un choix à faire si on est éligible aux deux, sachant que l'aide de la région, elle intervient en pourcentage avec un plafond toujours de 45 à 65% des dépenses éligibles, mais l'aide est aussi calculée sur un plafond d'euros par mètre carré, selon le type de capteur. Voilà. Et savoir aussi noter que pour ceux qui auraient des installations solaires thermiques qui fonctionneraient pas bien, la région peut intervenir aussi dans le cadre de la réhabilitation de ces mauvais exemples. Et puis, je sais plus, David, tu voulais parler pour la chaleur fatale ou Alors, oui, je peux rapidement. ouais. Oui, voilà, on peut peut-être parler rapidement aussi de ce point-là qui concerne quelques établissements. Il y a des études en cours, je pense notamment à l'hôpital d'Auxerre et d'autres sites, avec des systèmes de récupération de chaleur fatale. Alors, c'est vrai qu'il y a ce minimum d'1 gigawattheure par an de chaleur fatale à valoriser. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir parfois des projets où on n'arrive pas à ces seuils-là. On l'a plutôt dans l'industrie. Et du coup, sur la partie hospitalière, par exemple, il arrive parfois d'aller chercher des aides plutôt via des CCRT. Donc en cours, là, je pense à Lyon, par exemple, où c'est des discussions. Mais il faut effectivement ou faire des grappes de projets. Tu parlais de contrats patrimoniaux pour peut-être, comme vous êtes sur des organismes gestionnaires ou des groupements médico-sociaux sanitaires, de pouvoir avoir une grappe de projets. Ça peut être éventuellement à regarder au cas par cas. Voilà. Et donc, après, pour terminer, c'était oui, vous dire que voilà, il faut anticiper le plus possible vos réflexions de projets d'énergie renouvelable en étant accompagné. Vous pouvez être accompagné donc par les animateurs énergie renouvelable. Vous avez ici la carte et les contacts. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs 2 de mes homologues qui étaient connectés. Et puis là, on vous a mis la carte donc actuellement des contrats chaleur renouvelables territoriaux qui sont signés, sachant qu'il y en a d'autres en préfiguration. Mais donc sur les départements en bleu, il n'y a pas de question de seuil à se poser pour le fonds chaleur. Tous les projets sont éligibles puisqu'il y a des opérateurs territoriaux. Voilà. Donc on en vient au temps de questions-réponses. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Le temps qu'on partage notre écran, si vous voulez effectivement poser vos questions, c'est le moment. Et si on a pas, c'est que c'était peut-être assez complet et clair. Oui, en tout cas, à chaque fois, il faut s'interroger sur un certain nombre de points pour dire est-ce que c'est plutôt ADEME, région, FEDER, et dans ce cas-là, effectivement, les animateurs ENR, ou éventuellement, nous, à notre niveau, s'il n'y a pas d'animateur ENR, on peut vous mettre en relation aussi avec les instructeurs dans les régions ADEME, qui pourront aussi parfois, en tout cas, dégrossir. Oui, nous, voilà, quand il y a des animateurs énergie renouvelable, c'est vraiment un interlocuteur privilégié puisqu'on a aussi, voilà, on fonctionne en réseau, on travaille avec l'ADEME, la région, et donc on a les informations aussi d'évolution, donc ça permet d'y voir clair quand en fait, pour vous, ça peut être un peu compliqué peut-être à comprendre
Voilà, donc nous, on est dedans tout le temps et on est là pour vous orienter dans les différents financements et puis les différentes études, quoi. Oui, très bien, merci Emma. C'est vrai que c'est un avantage d'avoir ces relais financés par, on rappelle, par l'ADEME et la région quand même. Oui, Donc c'est oui, c'est vrai un que je plus, l'ai pas dit, mais notre intervention, elle est elle est gratuite. de rien, voilà, aux porteurs de projets parce que on est financé par l'ADEME, la région et le FEDER. Donc il Question faut en sur profiter. c'est ça, exactement. Jusqu'à épuisement des animateurs. Il y a une question sur le chauffage urbain peut entrer dans ces aides. Oui, mais ce qu'on appelle réseau de chaleur, c'est euh, le chauffage urbain rentre dedans. Donc après, un établissement qui se raccorderait à un réseau de chaleur, par contre, ne va pas obtenir d'aide de l'ADEME ou de la région. C'est plutôt celui qui porte le réseau de chaleur, le chauffage urbain, qui peut éventuellement en demander. Je ne sais pas si c'était un peu le sens de la question, mais Oui, puis après, il y a des aides au raccordement au réseau. Enfin, ça, il y a des choses. ça, on parlera peut-être. J'ai vu que tu vas parler des certificats d'économie d'énergie après. En fait, si vous raccordez à un réseau de chaleur, la seule chose qui peut être possible pour vous, c'est de mobiliser des certificats d'économie d'énergie. Ou le concessionnaire qui prend en charge et qui récupère les aides. Enfin, il me Voilà. semble qu'il y avait cette voie-là Si aussi le possible. concessionnaire ne les récupère pas, oui. Ouais, effectivement. Donc, bah voilà, on a répondu sur le raccordement, qui est souvent le cas quand même, hein. On a de plus en plus d'établissements sanitaires médico-sociaux qui sont effectivement contactés pour se raccorder. C'est une bonne opportunité. Département du 90 me semble oublié. Alors, oublié, je ne sais pas, parce que finalement les dispositifs sont plutôt nationaux et régionaux. Donc, il y a normalement des aides dans le 90 aussi, enfin, Oui, oui. de la même manière. Effectivement, il n'y a pas de contrat Par territorial contre, pas de aujourd'hui dans le contrat, tu vois. 90, mais il y a bien un accompagnement possible. D'ailleurs, Arnaud, tout à l'heure, j'ai vu, était connecté, donc il ne faut pas hésiter à solliciter Gaïa Énergie pour être accompagné et ils vous rééclairciront donc bien les aides qui sont possibles dans le cadre de votre projet. Système hydrogène au remplacement des groupes électrogènes. Sur l'hydrogène, bah, c'est pas aujourd'hui dans les fonds chaleur ou dans les dispositifs régionaux, là. Pour le coup, pour Benoît, on pourra éventuellement interroger l'ADEME s'il y a un fonds dédié, mais là, effectivement, on l'a pas traité ici aujourd'hui, hein, ces aspects innovation, qui font Non, souvent oui. l'objet d'appel à projet d'ailleurs de l'ADEME. Euh, donc, à voir. Il faut effectivement qu'on interroge aussi Lionel Combet en Bourgogne-Franche-Comté. Ok, je vous propose de poursuivre, parce qu'il est déjà 11h25, pour vous présenter les autres dispositifs d'aide. Merci Emma, et puis euh, c'était très, très intéressant d'avoir tous ces éléments de présentation pour nos établissements, et certains qui sont sur ton territoire ont pu du coup t'identifier. Voilà. Efficacité énergétique, donc hop, je vais donc juste vous présenter très rapidement ce qu'il existe. Alors là, on est plutôt sur des dispositifs pour les secteurs privés, donc notamment bah, les associations peuvent être concernées. Il y en a quelques-unes ici qui sont représentées. Il y avait jusqu'à cette année le dispositif Booster qui était en expérimentation dans 5 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté, avec des aides dédiées notamment sur les contrats de performance énergétique, des missions d'appui pour mettre en place ce type de contrats globaux qui permet finalement d'engager des travaux de rénovation énergétique avec des obligations de résultats pour le groupement qui réalise la conception et les travaux et la maintenance, bien sûr. Donc tous ces frais d'études pouvaient être pris en charge via le dispositif Booster. Et puis, dans certains cas, vous voyez, il y a des questions d'assujettissement au dispositif éco-énergie tertiaire, suivant la taille de la structure. Je pense notamment aux associations pour le sanitaire médico-social, assujettis ou pas au décret tertiaire. Il y a des aides aussi sur des audits énergétiques par l'ADEME. Et aussi pour l'accompagnement, puisqu'on parle de travaux dans le cadre de contrat de performance, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui peuvent être réalisées avec des temps de retour rapides. Et d'avoir un bureau d'études en accompagnement, ça peut être effectivement intéressant sur ces actions à gain rapide. À partir de 2025, l'ADEME travaille actuellement à la mise en place d'un dispositif pacte entreprise. Il y a aussi des
C2E qui vont permettre de financer ce dispositif aux côtés de l'ADEME, et majoritairement d'ailleurs. Donc, c'est en cours de préparation et on fera circuler les informations très rapidement avec, pareil, dans le principe, des aides à l'audit et aussi à ces missions d'AMO, CPE. Donc là, à ce stade, on ne pourra pas vous en dire beaucoup plus. Virginie, je te laisse la parole du coup pour l'aide régionale. Donc là, oui, en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a un dispositif qui s'appelle Ephilogie, qui concernera très peu d'entre vous, mais on tient quand même à vous en parler. Il y a 2 types de cibles. Donc la première cible, c'est les associations qui ont pour projet la rénovation mais de leurs bâtiments administratifs. J'insiste bien, c'est vraiment la partie administrative des établissements qui est valorisée dans ce dispositif. L'objectif, c'est d'arriver à un bâtiment de basse consommation et dans lequel seront utilisés des matériaux biosourcés. Donc, on vous rappelle ici ensuite les montants, les pourcentages d'aide en programmation, en études ou en travaux. Sur les matériaux biosourcés, c'est pour les menuiseries, l'isolation des planchers et des murs. Sur ce point-là, et aussi concernant Ephilogie, il y a des bonus qui peuvent s'ajouter au choix. Avec les énergies renouvelables, des éléments sur la biodiversité et les déchets de chantier. De plus en plus, les déchets de chantier sont demandés par les dispositifs d'aide, en tout cas, pas que en région. On vous a mis un petit lien ici en bas sur la page Ephilogie. Voilà. Peut-être David, tu peux parler de ce projet-là. Un projet qui date un petit peu maintenant. Enfin, c'était le siège de la Fondation Pluriel. Alors, à l'époque, c'était une association donc, qui a pu bénéficier justement de l'aide du programme Ephilogie dans le cadre du plan d'accélération d'investissement régional. Donc, c'était juste à la sortie du Covid, où il y a eu des dispositifs assez massifs avec des plafonds d'aide qui avaient été augmentés à ce moment-là. Donc, ça avait permis à l'association justement de rénover ce bâtiment qui n'était pas au départ destiné à accueillir en tout cas les bureaux d'association. C'était vraiment un site qu'ils ont récupéré, rénové, avec un niveau de performance énergétique assez fort, et puis la mise en place pompe à chaleur géothermique pour du chaud et du rafraîchissement, et puis du photovoltaïque. Donc on est sur un projet global pour rénovation énergétique, biosourcée, énergie renouvelable. Pour montrer un petit peu. Donc là, on est bien sur les locaux administratifs de l'association et pas les locaux donc je dirais de soins, d'accueil des personnes handicapées ou d'hébergement. On est vraiment sur la partie administrative. Donc la deuxième cible, là on est plus sur du logement concernant les foyers des jeunes travailleurs ou des résidences en autonomie pour lesquels les logements sont conventionnés, soit à ANA, APL. Donc pareil, ça reste une niche, Ephilogie pour vous en tout cas, pour le public qu'on accompagne. Pareil, là on reste on est plus dans la thématique logements sociaux. Alors qu'auparavant on était plus sur la thématique tertiaire. Et pareil, on reste sur de la basse consommation et l'utilisation de matériaux biosourcés et une aide pour les études et pour les travaux. Donc là, pour les travaux, c'est, on va dire, un montant qui est au logement en fonction des tranches de logements rénovés. Et toujours ces bonus biosourcés de la même manière que précédemment. Donc voilà. Oui, le biosourcé vient en bonus par rapport au tertiaire où il est forcément intégré. Donc la région laisse encore la possibilité aux bailleurs sociaux de ne pas mettre du biosourcé, mais par contre, on est bien sur un niveau BBC rénovation. Ça, c'est vraiment important pour la région. C'est assez historique, ça date de 2009, ce dispositif. Oui, on voulait vous présenter aussi sur la partie toujours efficacité énergétique. On est toujours dans ce volet-là.
L'attracting, vous le connaissez peut-être, ce dispositif qui permet finalement d'avoir un prêt de la Banque des Territoires. On verra les bénéficiaires, hein, surtout des structures publiques, privées d'utilité publique, de finalement financer des actions de performance énergétique avec généralement des temps de retour relativement rapides. Donc on est plutôt sur des travaux type régulation, pilotage, éclairage, etc. Ces travaux-là, ils vont permettre de générer des économies d'énergie, donc qui auront été bien calibrés en amont via un audit ou une étude préalable. Pour dire, voilà, si sur mon patrimoine, je fais tel et tel travaux, tel bouquet de travaux, qu'est-ce qu'ils vont générer comme économie, avec un suivi derrière. Donc il y a une question aussi de financement dans le cadre de ces dispositifs d'équipement de comptage, de sous-comptage, pour pouvoir justement évaluer chaque année, comme un rapport d'exploitation de contrat de maintenance, avec intéressement, les économies effectives qui vont permettre de rembourser finalement cette avance consentie par la Banque des Territoires. Donc c'est ce qu'on appelle le budget attracting. Donc il y a plusieurs exemples. On a des collectivités, des universités, mais aussi des structures sanitaires médico-sociales qui l'ont déjà mis en œuvre. Pour l'hospitalier, UniHA avait lancé aussi à l'époque une expérimentation de groupement de projets avec l'intracting. Et puis plus récemment, lors de notre dernière journée régionale, Sandra de l'hôpital de Mulhouse avait présenté aussi des dispositifs intracting qu'ils avaient mis en place à l'hôpital. Donc on était sur un budget de 12 millions d'euros, 10 millions d'avances consenties par la Banque des Territoires. C'est un prêt en fait, hein, sur 13 ans. Et puis 2 millions de l'hôpital apporté pour financer les actions. Donc c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est que les économies d'énergie soient un peu une opération blanche, en fait, hein, par rapport à ces travaux. Donc les économies d'énergie permettent de financer le prêt, tout simplement, consenti par la Banque des Territoires. Ça peut vertu. OK, je vous montre aussi donc, les bénéficiaires, donc plutôt établissements publics, principalement, pour l'intracting. Et puis donc les actions de performance énergétique, je vous en ai parlé, avec des retours sur investissement rapides, un montant d'opération minimum comme de 100 000 euros, et puis donc on est sur des taux fixes. Là, je vous ai remis le visuel de la fiche que vous pourrez télécharger, qu'on avait réalisé pour l'hôpital de Mulhouse. Voilà pour le dispositif attracting qui est plutôt dédié prioritairement sur des travaux d'efficacité énergétique, même si effectivement l'hôpital avait eu au départ, avait aussi pour le photovoltaïque, c'était rentré dans l'enveloppe de l'intracting. Et c'est pas forcément là-dessus que la Banque des Territoires va s'appuyer. On est bien sur des actions de pilotage, d'optimisation ou d'isolation avec des retours assez rapides. On passe aux dispositifs qui sont communs finalement sur des opérations plus globales, hein, ou alors aussi bien énergie renouvelable ou efficacité énergétique. Donc, je vais te laisser la main, Virginie, pour présenter ou représenter ce dispositif de C2E. Voilà, donc les certificats d'économie d'énergie, ou CEE ou C2E. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ce dispositif, hein, porté par l'État. Donc là, je voulais plus vous présenter en 3 diapos la démarche pour bénéficier des certificats d'économie d'énergie pour vos travaux. Donc, première démarche, c'est bien d'identifier les travaux qui sont éligibles à ce dispositif. Sur le site du ministère ou sur le site de la T2E, vous avez un catalogue des fiches d'opérations standardisées qui sont représentées ici à droite, qui vous listent fiche par fiche en détail les conditions techniques d'éligibilité des travaux. Je vous ai mis ici en noir les principales fiches utilisées en 2023 qui ont été remontées par le ministère de l'écologie dans le secteur qui vous concerne, c'est-à-dire les bâtiments tertiaires, BAT, bâtiments tertiaires. TH donc il y a des opérations en thermique, il y a des opérations sur l'enveloppe, tout ce qui est isolation et les équipements. Donc on voit que voilà, c'est soit l'isolation qui prédomine, soit les systèmes de GTB ou les récupérations de chaleur
sur les groupes froids. Ensuite, pour estimer, on va dire, le gain financier de vos travaux, l'ADEME vous met à disposition un calculateur ici. Donc, il faut vous connecter pour simuler un projet avec ces fiches d'opération standardisées. Pour avoir un prix, voilà, le calculateur va vous estimer ce qu'on appelle des kilowattheures Qmax, c'est-à-dire les kilowattheures d'énergie économisée sur la durée de vie théorique de votre installation. Pour avoir un prix plus fin du kilowattheure Qmax, je vous invite à simplement vous connecter sur la plateforme EMI, qui est la plateforme d'échange des certificats d'économie d'énergie au niveau national. Vous avez un cours du spot du kilowattheure Qmax mois par mois. Donc, voilà, ce prix du kilowattheure, vous pouvez le retranscrire sur le site ADEME pour avoir un prix vraiment le plus récent possible. Ensuite, vous verrez, une fois que vous avez bien identifié tout ça, il y a plusieurs schémas possibles pour travailler avec les acteurs concernés par ces travaux, par les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous êtes le bénéficiaire, voilà, en bas de l'échelle. Et tout en haut de l'échelle, vous avez les obligés, les fournisseurs d'énergie qui sont obligés de faire des économies d'énergie et de justifier auprès du ministère de l'écologie. Il y a une plateforme d'échange des certificats d'économie d'énergie, on va dire un peu une bourse d'échange de gré à gré des kilowattheures Qmax entre le bénéficiaire qui a réalisé les travaux et l'obligé qui doit justifier l'économie d'énergie nationale. Donc, vous avez différents schémas de contractualisation, de vente des certificats d'économie d'énergie. Soit vous contractualisez directement avec l'obligé ou aussi le délégataire, soit vous passez de manière indirecte avec soit un mandataire, soit votre installateur qui vous fera souvent une ristourne sur votre devis, par exemple. Donc voilà, vous avez ces deux schémas-là. Je rentrerai pas plus dans le détail sur ça. Voilà, on avait fait un webinaire, moi, Reset avait fait un webinaire l'année dernière sur ce sujet-là, qui est en ligne, donc je vous invite à le visionner. Vous avez aussi bien le PPT dont sont extraits ce schéma-là que le webinaire. Dernier point, j'insiste sur le phasage en fait de cette opération de certificat d'économie d'énergie, notamment sur les parties jaunes et orange. Ce qui est important, c'est d'abord de signer un accord commercial, soit de manière directe ou indirecte, on a vu, avec l'opérateur qui va vous vendre, vous acheter, je veux dire, des certificats d'économie d'énergie. Et seulement après, vous allez signer votre devis avec l'entreprise qui va réaliser les travaux. Voilà. Voilà. Sans ça, vous ne pouvez pas bénéficier, sans ces étapes-là, dans ce sens-là, vous ne pouvez pas bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Voilà. Ce qu'on appelle le rôle actif-incitatif mis en place depuis un certain nombre d'années par l'État. Donc après, vous avez des travaux qui sont réalisés, vous avez votre facture, il y a une attestation sur l'honneur à signer par votre établissement et par l'entreprise ou les sous-traitants qui sont intervenus. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les certificats d'économie d'énergie peuvent être déposés sur la plateforme EMI. Et vous avez 12 mois pour le faire. Alors si ce n'est pas vous, c'est peut-être l'entreprise qui va le faire ou le mandataire. Voilà. Pas de peur pour ça, moi, ils ont l'habitude. Et après, maintenant aussi, depuis quelques années, il y a des contrôles sur site ou par contact qui sont mis en place pour bien vérifier que les travaux sont réalisés. Voilà, pour contrôler, on va dire, les fraudes
que l'on peut entendre aussi sur d'autres opérations, aussi bien pour les particuliers que pour les structures comme la vôtre. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié pour les certificats d'économie d'énergie, en tout cas qui me viennent. Mais voilà, n'hésitez pas à aller consulter la page web dédiée sur ce sujet-là. Si je reviens à l'étape précédente, plus vous avez d'intermédiaires, moins le prix est intéressant aussi du kilowattheure Mac. Voilà. Si vous êtes en direct avec l'obligé ou le délégataire, mais financièrement, vous y retrouverez un peu plus. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Ouais, voilà. Ok, merci Virginie. Du coup, peut-être effectivement un dispositif que vous connaissez déjà. Donc on a souhaité quand même valoriser. Ça, c'était nos collègues de la MAPES en Pays de la Loire, hein, sur des programmes un peu équivalents au programme RISET, CETE en Pays de la Loire. Ils ont fait une fiche récap qu'on vous a mis en ligne, on vous a mis à disposition sur des EHPAD, des structures médico-sociales, qui hébergent des personnes âgées ou personnes en situation de handicap et pour lesquelles ces locaux, en tout cas, c'est des chambres pour être considérées comme du logement. Donc là, il y a effectivement une caractérisation de l'hébergement qui se traduit en logement et pour lesquels il peut y avoir de la TVA à taux réduit, comme pour les particuliers finalement, avec des taux à 5,5 ou à 10 sur des travaux de rénovation, notamment des travaux d'amélioration énergétique. Donc on est vraiment dans le même schéma que les particuliers, sur des équipements de production d'énergie renouvelable, mais aussi d'isolation, qui peuvent être effectivement à 5,5 et pas à 20 ou pas à 10, quoi. Donc ça, c'est des éléments à vérifier sur des logements. Là, vous avez le cas, un EHPAD éligible au PLS. Là, on a du coup travaux d'amélioration de qualité énergétique du logement existant et le logement d'être bien de plus de 2 ans, une TVA à taux réduit. Donc c'est bien de ne pas passer à côté de ces taux-là, qui est finalement une aide intéressante, et à vérifier auprès de la DDFiP votre situation en fait, hein, par rapport à la qualification d'hébergement. Donc là, on est sur des établissements à but non lucratif pour bénéficier de ce type de dispositif. Donc vous connaissez peut-être certainement ces sujets-là. On l'aborde peu finalement avec les établissements avec lesquels on discute, on renseigne, on accompagne, et peu aussi avec les CTES, le réseau qu'on anime et qu'on coordonne aussi. Donc on a trouvé ça plutôt important de le mettre en avant pour cette partie TVA. Et hop, pardon. Et autre TVA, alors qui pour nous est un petit peu un montage, un dispositif fiscal un peu particulier, le dispositif de livraison à soi-même que vous connaissez peut-être déjà, qui a priori quand même un peu complexe à monter, mais dans les opérations immobilières plus larges, on ne parle pas que d'économie d'énergie, la possibilité de se livrer à soi-même son opération et de pouvoir bénéficier d'une taux de TVA en gagnant 15 points. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir le mettre en place, il faut l'anticiper, il faut se faire bien accompagner par des cabinets juridiques ou d'avocats ou fiscalistes, hein, en tout cas, un peu pointus. Et il y a aussi une convention à mettre en place avec le préfet de département de mémoire pour pouvoir mettre en place ce dispositif. L'ANAP propose quasiment chaque mois, là j'ai vu une programmation de webinaires sur le sujet, avec un temps dédié de foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, en tout cas, pour bénéficier de ce TVA, cette réduction fiscale, en tout cas, qui peut être vraiment intéressante. Mais on n'est pas que ciblé sur les travaux d'économie d'énergie. C'est juste pour vous le rappeler. Sur ce dispositif, je présente. Oui, vas-y. Ok. Prêt de transformation écologique. Alors là, on est sur des prêts long terme que propose la Banque des Territoires, qui est un de nos partenaires aussi. Il y a aussi des prêts verts que vous pourrez trouver d'autres organismes, hein, Crédit Coopératif, Banque Postale, etc. Pour aussi les citer, hein, qui peuvent aussi proposer des dispositifs de prêts. L'avantage de la Banque des Territoires, c'est qu'on est sur des prêts quand même long terme qui permettent finalement d'avoir des annuités un peu plus basses avec des taux préférentiels sur des actions. Donc on est sur la réno du bâtiment énergétique, du neuf aussi, on va dire du dispositif, des niveaux de performance RE 2020 compatible, puisque la RE 2020 n'est pas, la réglementation environnementale 2020 n'est pas encore sortie sur le secteur sanitaire, c'est imminent apparemment. Et puis, ou alors du RT 2012 avec des niveaux de performance un peu au-delà de la réglementation thermique 2012 pour le neuf. Les énergies renouvelables et les réseaux de chaleur sont aussi
potentiellement finançables dans le cadre de ces prêts de transformation écologique de la Banque des Territoires. On a mis donc prêt taux livret A plus une marge parce qu'elle n'est pas encore définie. On communiquera les taux précisément, je pense, ces prochaines semaines, hein, c'est ce que nous disait la Banque des Territoires. On est sur durée de prêt très long, 25 à 60 ans, en prêt taux livret A plus marge, et puis à taux fixe à partir de 15 ans. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'aide, mais pour nous, l'intérêt, c'est quand même aussi de travailler la question du financement, parce que c'est quand même ça qui va permettre de faire sortir l'opération. Mais je pense que pour la plupart des établissements publics, la Banque des Territoires ne vous est pas inconnue, et vous avez certainement déjà des contacts avec entre guillemets, des référents prêteurs à la Banque des Territoires. Donc on est sur du public, du GCS aussi public ou privé, mais il faut qu'il y ait au moins un membre, un établissement public. Et puis les établissements privés d'intérêt collectif ou d'utilité publique, comme les fondations et associations, excusez-moi pour la petite faute d'orthographe, associations. Un autre dispositif aussi qui est en expérimentation pour 5 ans. Là, il y a de la ressource et on va certainement, je pense, faire un focus là-dessus. Ça pousse pas mal sur les marchés globaux, donc c'est les fameux contrats de performance énergétique, mais à paiement différé, ce qui permet d'avoir en gros de consulter un groupement qui va faire donc la conception, réalisation, exploitation, maintenance, mais aussi porter le financement. Donc on est sur des contrats une quinzaine d'années en moyenne, ce qui permet de payer une redevance, un loyer à ce groupement, cette société de services énergétiques, qui va donc réaliser les travaux et engager la maintenance et le respect de l'engagement de performance. Hein. Si par exemple on a dans notre contrat 10 millions d'euros de travaux et on veut un moins 40% de consommation d'énergie, donc le groupement s'engage, construit, exploite les équipements pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et puis donc c'est auprès de ce groupement-là que vous finalement payez les travaux qui sont un peu listés. Un petit peu l'idée. Après, ça nécessite un accompagnement juridique, pareil, financier. Donc, on est sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage complémentaires, mais comme pour le cas d'un contrat de performance énergétique. Mais voilà, la partie financement, la Banque des Territoires aussi peut intervenir sur des études juridiques et économiques pour monter ce type d'opération. Ça peut être vraiment intéressant. Et c'est possible dans le cas de la commande publique pour 5 ans. C'est une dérogation. Pas possible avant. Je ne sais pas s'il y a des questions Alors, là, ce n'est pas une question liée à des aides, mais sur du photovoltaïque par rapport aux SDIS. OK. Alors, on n'a pas le cas en Bourgogne-Franche-Comté, contrairement au Grand Est sur le photovoltaïque, mais ça, on pourra revenir dessus. Mais effectivement, ça peut être une contrainte pour nos amis de Grand Est, le photovoltaïque en toiture. Dispositif de livraison en sommet est-il ouvert aux établissements sanitaires? Non, on est plutôt sur des PAD, SMS, mais pour moi, c'était plutôt via SNSA, oui, non, c'était plutôt structure médico-sociale, public ou privé. Et ça, vous retrouvez de toute façon ces informations dans le lien qu'on vous a indiqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est bon? Non, c'est tout. OK, ça marche. Il est 50, donc on va terminer sur les économies d'eau. Donc, à savoir, et ça ne nous facilite pas la tâche, au niveau en tout cas de notre côté pour identifier les aides, mais en gros, vous pouvez potentiellement être répartis sur un des 3 bassins. En Bourgogne-Franche-Comté, on est sur 3 bassins. Donc, sur la partie Rhône-Méditerranée-Corse, comme vous voyez là sur la carte, Seine-Normandie ou Loire-Bretagne. En gros, là, je vous ai remis l'ancienne carte agence de l'eau qui était peut-être plus simple, à mon sens, pour voir à peu près dans quel bassin on se retrouve. Et ça, normalement, vous le connaissez, hein, je ne me fais pas trop de soucis. En gros, les Amis de Lyon sont plutôt sur Seine-Maritime, Saône-et-Loire, ouest, et puis, on va dire, oui, la Nièvre sont plutôt sur Loire-Bretagne, et puis quand même la plus grande masse, hein, Franche-Comté, ex-Franche-Comté, et puis Côte d'Or, une partie de Saône-et-Loire sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 3 bassins, trois programmes d'intervention des agences de l'eau. C'est le 12e, là, 2025-2030, et des aides un peu différentes suivant les bassins. Donc on a essayé un peu de faire un récap de ce que proposent les trois agences. Agence de l'eau, donc Rhône, Méditerranée et Corse. Donc, en gros, je passe les acteurs. Vous
potentiellement bénéficiaires de ces aides-là, sur des aides aux études, donc état des lieux, diagnostic des sites et consos d'eau et les études préalables aux travaux. Des actions de réduction des pertes en eau, les fuites sur les eaux, gestion de la pression, et puis tout ce qui est, et c'est là où ça nous intéresse aussi, j'imagine vous aussi beaucoup, les équipements économes en eau et les dispositifs de récup d'eau non conventionnelle, dont l'eau pluviale. Donc ça, c'est possible. Pas d'aide pour les compteurs sans travaux ou d'action d'économie d'énergie. C'est le cas où l'agence de l'eau nous a expliqué qu'ils avaient eu des demandes d'aide individuelles. Hein, là, je ne parle pas bien d'aide par établissement que sur du compteur ou du sous-compteur, enfin du sous-comptage, pardon. Et non, c'est vraiment associé aux actions qu'on peut englober cet équipement-là dans la demande d'aide auprès de l'agence de l'eau. Taux d'aide, on est sur les mêmes règles, règlement européen, 40 à 60% d'aide en fonction de la taille de l'entreprise, de la structure. Donc, ça dépend du nombre d'agents, de salariés, du chiffre d'affaires et du budget. Ça paraît, on ne vous l'a pas détaillé, mais c'est encore un sujet, ça, hein, les règlements européens. Pour les travaux, l'assiette est plafonnée à hauteur de 40 euros par mètre cube d'eau économisée par an. Ça, c'est vraiment pour la partie Euroméditerranée-Corse. On verra que c'est différent pour d'autres agences. Par contre, la contrainte, entre guillemets, c'est qu'il faut au moins 2000 mètres cubes par an d'économie d'eau pour déposer un dossier de mandate pour financer de l'équipement, par exemple. Donc, c'est quand même des établissements avec des tailles assez importantes, avec des consos quand même relativement importantes. J'ai fait le petit calcul pour un EHPAD, c'est quand même compliqué. Je prends l'EHPAD en référence, mais c'est quelque chose qui est parlant. D'où peut-être l'intérêt de se faire des opérations groupées. Et là, on a rencontré cette semaine l'agence de l'eau, Méditerranée-Corse, pour voir comment on pourrait, à trois régions, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, éventuellement étudier la possibilité de monter une opération groupée dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Je n'en parle pas trop en détail, on est un peu en étude là-dessus par rapport à ces fameux seuils, de se dire comment on peut peut-être regrouper des opérations. Et puis, donc, je ne l'ai pas précisé, mais il faut au moins 10 000 euros de dépenses pour déposer un dossier auprès de l'agence de l'eau. C'est pas anodin, il faut le savoir. Au niveau Seine-Normandie, donc pour des structures plutôt sur Lyon, on va dire, ou Nord-Côte d'Or. Donc on est sur Seine-Normandie avec, pareil, en gros des dispositifs. Alors, ils le présentent un peu différemment, mais on est sur des mises en place de techno propres, du recyclage récup d'eau. Et puis, effectivement, l'idée, c'est moins de prélever la ressource. Donc, c'est effectivement d'avoir des systèmes quand même économes pour l'agence. On est globalement sur les mêmes lignes, hein, d'une agence à une autre, et même s'ils le présentent un petit peu différemment. Sauf que là, les travaux relatifs à la lutte contre les fuites ne sont pas éligibles. Donc voilà, il y a quelques nuances quand même d'une agence à une autre. Donc ça, c'est toujours pareil dans le cas de dispositifs individuels. Et puis les montants, vous voyez, les taux maximum autorisés par l'encadrement européen, on est à 70% ou 70% des règles de minimis. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec des plafonds de 300 000 euros par an sur 3 exercices consécutifs. Ça, c'est les règles d'aide européennes. On a des aides à l'animation de 50%. Et puis, pour les travaux et études rattachés aux travaux, pareil, c'est des taux maximum des règlements européens. Et pour Loire-Bretagne, on a du coup, pareil, études et réduction des prélèvements, donc en gros d'économie d'eau, et puis tout ce qui est traitement, récup, réutilisation d'eau non conventionnelle, où là, vous pouvez avoir aussi des aides, donc 70% pour la partie études, études rattachées à travaux. Hein. Généralement, c'est rare qu'il y ait un audit seul, il faut quand même qu'il y ait une notion de travaux derrière pour déposer un dossier, ce qui veut dire, je parle pour les trois agences, d'avoir estimé quand même un peu d'économie et de produire un dossier avec une étude et travaux quand même derrière. Les travaux, 50% pour le côté Loire-Bretagne. Là, on voit que c'est un petit peu plus haut le plafond. On est à 60 euros par mètre cube d'eau économisé par an. C'était 40 pour la ronde Méditerranée-Corse. Et dépenses mini, 10 000 euros. Mais ça, je vous en ai parlé aussi. C'est pareil pour les autres bassins. Sauf opération collective aussi. Voilà pour l'eau. Donc, ce qu'on a pu identifier. Plus, je ne l'ai pas mis là, mais les certificats d'économie d'énergie, mais ça, vous le savez bien. Il y a des dispositifs C2E, une fiche chez la BAT EQ 133, enfin je ne sais plus laquelle, et sur les brise-jets, les réducteurs, autorégulés ou pas, les mousseurs autorégulés ou pas, d'économie de quoi, pour mettre sur les points de puisage. Et ça, je pense que vous avez dû être harcelé avec ces sujets-là par des distributeurs de pommettes, de douchettes, pardon, économes. Donc faites bien attention sur ces dispositifs-là aussi à ne pas signer des offres
puisqu'il y a aussi des problématiques parfois désionnelles qui ne sont pas forcément traitées. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des dispositifs. Ah oui, il y a juste, j'ai oublié de partager, mais vous l'aurez dans l'info, l'ANAP a aussi un, je suis désolé, c'était un petit peu plus vite dans le partage, a mis en ligne aussi de son côté des ressources sur les aides et une plateforme aussi, des subventions pour vos projets écologiques. Là, on n'a parlé que de l'énergie et de l'eau, mais il y a plein d'autres dispositifs de transition écologique. On vous a mis le lien avec Virginie. Et puis, un tableau aussi régional que Virginie a aussi est en train de mettre à jour et qui sera disponible certainement semaine prochaine et ce tableau sera mis à jour au fil de l'eau, puisqu'on a des dispositifs qui vont aussi évoluer et qui est là réservé aux membres du RESET, donc c'est sur le fameux espace Intradel. Et on le mettra à jour régulièrement, c'est pour ça que je vous ai fait un petit encadré rouge tout en haut, parce que tout au long de l'année, on le mettra à jour, donc soyez attentifs à ces dates de mise à jour. Tout à fait. Et Virginie a même rajouté des sigles, puisqu'on a beaucoup de sigles aussi sur les dispositifs, donc voilà. Puis on est à votre disposition aussi pour revenir sur peut-être des points, ou si, voilà, pour ceux qui n'auraient pas pu assister à ce webinaire, nous contacter a posteriori pour qu'on puisse vous orienter en tout cas vers les bons dispositifs. Sans faire d'ingénierie financière, on pourra à minima vous aider au moins à identifier les grands principes. Alors, une question, je ne connais pas. Alors, ah oui, Benoît a réagi, oui, je pensais par rapport aux agences de l'eau, effectivement, si tu veux peut-être effectivement plus d'aide. Si tu es bien situé dans le bon bassin. La question d'économie d'eau dans les C2E, je trouve des douchettes à 1 euro, oui, effectivement, on a un peu cette difficulté on en a aussi échangé avec des personnes du réseau, en Bourgogne-Franche-Comté, sur ces douchettes à 1 euro. On va faire un sujet dédié, je pense que ce sera traité dans le webinaire ANAP aussi, qui a lieu au mois de mars, sur l'économie d'eau. Mais faites oui, très attention à la qualité des douchettes et surtout que si vous prenez des douchettes à 1 euro, comme l'expliquait Virginie, on valorise ça sur les plateformes nationales EMI. Vous pouvez pas l'année d'après reprendre des douchettes et avoir à nouveau des C2E. Il y a quand même aussi une durée de vie conventionnelle de l'équipement, donc on peut pas avoir chaque année aussi une valorisation pour un même type d'équipement. Ça, on n'a pas précisé peut-être, mais ça c'est important. Ne prenez pas des douchettes forcément à 1 euro, même si ça paraît être un bon plan, puisqu'il y a aussi cette difficulté plus tard, si vous devez les remplacer, là vous ne serez pas aidé, quoi. Et sans parler des problématiques, je parlais de légionnels, etc., il faut quand même les intégrer. Oui, Serena, ok, oui, effectivement, en Bretagne, puisqu'on a une référente en Bretagne, ça c'est très bien aussi. Peut-être un jour en Bourgogne-Franche-Comté, on verra. Très bien. Ben, écoutez, si pas plus de questions, il est midi tout pile. C'est plutôt pas mal, hein. Ben, je vous remercie pour votre attention. Il y a eu beaucoup d'informations. Merci à Emma aussi pour avoir pris du temps pour promouvoir aussi cette mission d'animation NR et puis tous ces dispositifs d'aide et bien sûr anticiper. En tout cas, ça c'est bien ce qu'il faut retenir quand vous montez un projet. C'est hyper important pour voilà, activer les bons dispositifs, les bons professionnels aussi, notamment pour les études. Donc voilà. Et ben, bon week-end à tout le monde, et puis à très bientôt. On aura d'autres webinaires à vous proposer aussi. Bonne journée. À tous.